Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous avec l'actualité, votre émission Les Visiteurs du Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h avec au sommaire ce soir. Nous allons partir direction l'Iran avec la mort du président Ebrahim Raïssi, un accident d'hélicoptère avec encore quelques zones de flou. Comment cette actualité a-t-elle été ressentie en Iran? Quel changement pour le régime en place et quel impact sur l'avenir de la République islamique d'Iran en Iran mais aussi en dehors? On en débat dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, focus sur ce documentaire avec un titre provocateur. Elle vote comme papa. Si les femmes ont pu voter en Belgique à partir de 1949, la politique est longtemps restée une affaire d'hommes, avec ces femmes considérées comme des idiotes qui votent comme leur père, leur mari ou leur frère. Un film qui retrace l'histoire de la longue bataille des femmes pour l'égalité politique, une bataille qui n'est pas terminée. On en parle avec la réalisatrice Marianne Claric qui sera avec nous d'ici une vingtaine de minutes. Et puis en fin d'émission, nous accueillons une partie de la troupe Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. Starmania sera de retour à Bruxelles du 28 novembre au 1er décembre avec des tubes devenus incontournables. Starmania, l'opéra rock aux millions de spectateurs est enfin de retour. Rendez-vous d'ici une quarantaine de minutes. Voilà pour ce qui va nous occuper ce soir. Nous sommes le mardi 21 mai. Bienvenue dans les Visiteurs du Soir. Et on démarre avec la grosse actu du week-end, cet accident d'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi. L'hélicoptère du président a disparu avant-hier, début d'après-midi, en cause des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et un épais brouillard. Quel impact la mort du président Raïssi aura sur le pays? Qui pour prendre sa succession? Et qui est pressenti pour succéder au guide suprême? Alors que tous les analystes s'accordaient pour dire que ça aurait dû être le président Raïssi. On va en débattre dans quelques instants, mais commençons par ce rappel des faits en images signé Louis Liégeois. Des débris repérés par le croissant rouge iranien dans le nord-ouest de l'Iran. Voici tout ce qu'il reste de l'hélicoptère dans lequel voyageait le président iranien Ebrahim Raïssi, ainsi que son ministre des Affaires étrangères. Pendant des heures, les équipes de secours se sont mobilisées pour retrouver l'appareil écrasé. Hier matin, l'annonce tombe. La chaîne de télévision iranienne IRIN informe la population. Le serviteur de Reza, le serviteur du peuple iranien, l'ayatollah Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, a été martyrisé alors qu'il servait le peuple iranien. L'impact n'aura épargné personne. Le ministre des Affaires étrangères perd également la vie. La population iranienne perd ainsi son président âgé de 63 ans. Ebrahim Raïssi est arrivé au pouvoir en juin 2021. Élu avec plus de 61% des voix, il était réputé sans pitié. Appelé le visage dur de l'Iran, il était le symbole de la répression. Sa présidence a été marquée par une recrudescence des exécutions, 853 en 2023, au moins 95 en 2024. Le bourreau, comme on l'appelait, était un ultra-conservateur, très apprécié des gardiens de la Révolution. Pourtant, Ebrahim Raïssi a vécu toute sa carrière dans l'ombre du guide suprême Ali Khamenei, qui a voulu rassurer les Iraniens. Chers citoyens, que vous soyez assis ici ou que vous entendiez mon discours plus tard, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perturbation dans le travail du pays. Le message est clair, les affaires continuent, même sans Raïssi, alors qu'on voyait en lui le successeur du guide suprême actuel. Et pour en parler avec nous, tout d'abord avec nous en distance, bonsoir Manas Chirali, vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines, et puis ici près de nous, bonsoir Firouzana Avandi. Bonsoir. Un visage bien connu évidemment des téléspectateurs d'LN24, professeur émérite à l'ULB, spécialiste de l'Iran, et citons votre livre « Être femme en Iran, quelle émancipation ?» Point d'interrogation évidemment. Firouzana Avandi, commençons avec vous pour bien comprendre, on parle ici du président iranien, quel était son pouvoir et peut-être nous expliquer le rôle du président par rapport à celui du guide suprême iranien. D'accord. Dites-nous. Eh bien, dans la configuration et dans le système politique de la République islamique d'Iran, finalement, le rôle du président de la République n'est pas réellement important. On peut même dire que ça a été quelque chose d'imposé dans les négociations du début du régime. Le pouvoir réel, total, est tenu par le guide suprême qui est aujourd'hui Khamenei. Donc le président Raïssi
qui est décédé donc ce week-end, n'avait pas totalement les mains libres pour faire ce qu'il voulait, et c'était pas lui qui prenait les décisions en dernière instance. En plus, tout le monde le présente comme quelqu'un qui n'était pas d'une grande connaissance ni d'une grande adresse, et qui vivait surtout dans l'ombre et sous l'autorité de Khamenei, avec qui il avait fait toute sa carrière et qui le protégeait, jusqu'à sa mort en tout cas. Bien sûr, avec qui il était aussi d'accord évidemment sur un tas de sujets. Un exécutant. Un exécutant, c'est ça, presque un homme de paille. Manas Chirali, comment cette actualité a-t-elle vécue depuis l'Iran? Vous allez voir des images qui vont apparaître. Ce sont des images de feux d'artifice dans plusieurs villes. Des Iraniens se réjouissent de sa mort. On voit aussi des grandes manifestations, mais attention, il faut se méfier des images qui nous parviennent d'Iran. Comment les Iraniens se positionnent par rapport à cette actualité-là, Manas Chirali? Écoutez, autant que j'ai pu comprendre, en interrogeant mon réseau des jeunes Iraniens, quelques 50 000 jeunes avec qui je suis en contact, j'ai senti un très grand apaisement du côté des Iraniens. C'est-à-dire que, étant donné que la société iranienne est dans une très grande impasse, les Iraniens ne veulent plus du tout de ce régime, mais ce régime tue, il est violent, il est sans pitié, et du coup, les jeunes ne peuvent rien faire. Ils sont à main nue, ils ne peuvent pas résister, ils ne peuvent pas renverser ce régime. Ils résistent, mais ils ne peuvent pas renverser ce régime. Alors, l'annonce de la mort du président boucher de Téhéran, parce que c'est ça son surnom, il est surnommé d'être le boucher de Téhéran. Alors donc, ça a créé un très grand apaisement. On a pensé à toutes ces mères endeuillées qui ont perdu leurs enfants, leurs adolescents, torturés, violés dans les prisons de Ebrahim Raisi, ce président défunt. Alors, c'était un grand apaisement, en même temps une immense joie, immense joie. Les pâtisseries de Téhéran ont été prises d'assaut. Les Iraniens ont acheté, selon une cérémonie traditionnelle, ils ont acheté de la pâtisserie, ils ont distribué entre eux. Et c'est ça, en fait, c'était la grande joie d'une société en impasse, une société qui n'arrive pas à s'exprimer, une société qui n'arrive pas à faire valoir ses droits humain légitime. Manas Chirali, j'aimerais vous lire un extrait de la réaction du CNRI. Le CNRI, c'est le Conseil national de la résistance iranienne. La mort du président Ebrahim Raisi porte un coup monumental et stratégique à l'ayatollah Khamenei, le guide suprême. Donc, on a vu Khamenei s'exprimer aussi dans le reportage juste avant. Comment le régime vit-il ce décès du président Raisi, Manas Chirali? On a vu une très, très grande panique de la part des dirigeants parce que le soir où ils cherchaient encore les débris de l'aéronef du président, et on a vu la panique qu'ils ont même fait appel aux Européens, ils ont demandé à la Turquie, à la Russie pour venir en leur aide. Ça montre d'abord à quel point ils étaient paniqués, ensuite à quel point ils sont peu équipés pour réagir dans ce genre de situation, et finalement c'était une belle preuve de l'incompétence, de la fragilité de la République islamique. Justement, Firooz Navani, autre passage de cette réaction, ce décès aura une série de répercussions et de crises, je cite, au sein de la tyrannie religieuse qui va inciter la jeunesse rebelle à l'action. Ça ouvre au minimum une période d'incertitude politique en Iran, ou est-ce que là on a des yeux d'Européens, on est trop naïf? Non, mais ça, le discours et le phrasé du CNRI, c'est normal, c'est son boulot. Ce sont les opposants iraniens. Ce sont les opposants. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a d'autres, Ah, bien sûr, bien sûr. Ici, il s'agit donc des Moudjahidines du peuple, renommés Conseil national de la résistance iranien, mais il y a toutes sortes d'autres résistants, opposition. Est-ce qu'on a vraiment, on est face à peut-être un début de séisme politique en Iran? Non, c'est une question, un discours d'opposition dans la mesure où effectivement, je pense qu'il faut revenir aussi sur la demande d'aide qui avait été... Ils ont même été jusqu'à demander de l'aide aux Américains. Voilà. Pour une enquête. Mais bon, c'était déjà résolu. Néanmoins, il y a eu un problème de... panique, je ne dirais pas, mais un problème de communication, parce eux étaient dans l'incertitude, comme tout le monde, donc ils ont bricolé, et il y a eu des discours contradictoires. Cela étant donné que ce régime, à mon sens,
est bien solidement ancrée, que tous les rouages sont clairs, que le président de la République islamique ne comptait pas réellement, que c'est le corps des gardiens de la Révolution qui tiennent le pays d'une main de fer, que la répression est immense, que cela change les choses ou que tout d'un coup il y ait des bouleversements politiques, je n'y crois pas. Femme, vie, liberté, ça restera aujourd'hui un slogan de manifestation, pas encore de révolution? C'est un processus révolutionnaire qui ne se taira pas. Ça ne veut pas dire que cette mort va avoir une influence sur le mouvement. Le mouvement, lui, continue. Les mécontentements continuent. La pauvreté continue. Donc les problèmes des Iraniens restent les mêmes. Et ce n'est pas cette mort qui changera, ou la nomination de quelqu'un d'autre. Alors c'est justement parce qu'il y a évidemment une élection présidentielle prévue pour le 28 juin, il y a aussi celui qui prendra la succession aussi du guide suprême iranien. Avant d'en parler justement, prenons un petit peu de hauteur dans cette discussion avec un tour d'horizon des réactions à l'international. Pour ça, c'est Marie Jean-Resse qui est avec nous. Marie, expliquez-nous un petit peu quelles sont les réactions que vous avez retenues. Alors vous allez voir, Jim, il y a quelques ratés. La première réaction, c'est celle de Charles Michel, le président du Conseil européen, qui a écrit sur X, vous le voyez, l'Union européenne exprime ses sincères condoléances après le décès du président Raïssi. Un tweet qui a suscité évidemment énormément de critiques. Il faut quand même rappeler que l'Union européenne a condamné plusieurs fois la violence du régime iranien et a introduit aussi toute une série de sanctions contre ce régime. Oui, d'ailleurs, Marie, la porte-parole de Charles Michel a dû le défendre par la suite. Une deuxième réaction très critiquée, elle aussi. Oui, c'est celle de l'ONU cette fois. Une minute de silence a été observée au Conseil de sécurité. Regardez ces images, on va les voir se lever, observer cette minute de silence en mémoire d'un homme qu'on surnommait quand même le boucher de Téhéran. Eh bien, cette réaction, elle a été très mal perçue. Et du côté des pays, Marie, les États-Unis et la France ont aussi réagi. Oui, la France a présenté ses condoléances dans un communiqué, vous allez le voir, qui est assez lacunaire. Idem côté américain, avec quand même cette déclaration du porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, qui a rappelé qu'Ebrahim Raïssi était un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains. Et enfin, Marie, pour terminer, réaction du côté des alliés de l'Iran. Oui, alors là, on a beaucoup plus d'enthousiasme dans les condoléances. Vladimir Poutine, par exemple, a qualifié Ebrahim Raïssi de politicien remarquable, de véritable ami de la Russie. Quant à Xi Jinping, eh bien, il a déclaré que la mort tragique du président iranien était une grande perte pour le peuple iranien. On peut aussi noter des réactions similaires en Irak, en Syrie ou alors par le Hezbollah libanais. Merci beaucoup Marie-Jean-Resse. Rappelons aussi la Turquie et le Pakistan qui ont décrété un jour de deuil national. Je vous voyais réagir. J'imagine, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que vous vouliez dire. Pourquoi est-ce que c'est important ça aussi de le signaler ce jour ? C'est incroyable. C'est la Turquie, hein. Oui, la Turquie, le Pakistan, je ne sais pas s'il y a le Liban aussi, le Liban, 2 jours. Donc, je ne comprends pas ça. C'est comme si, quand le dirigeant d'un pays occidental voisin mourait, on faisait un deuil d'un jour, même d'une demi-journée, même d'une heure dans un pays voisin de l'Union européenne. Oui, justement, Manas Chirali, pour revenir peut-être à la toute première réaction que nous a racontée ici Marie-Jean-Resse, cette déclaration, cette réaction de Charles Michel, c'était une erreur, selon vous? On ne doit pas envoyer nos condoléances comme ça au boucher de Téhéran. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Chirali? Je dirais que c'est une grande honte. C'est une grande honte pour un homme démocrate et européen de ne pas comprendre ce qui se passe en Iran. Un boucher qui a exécuté plusieurs dizaines de milliers de jeunes et des adolescents en Iran, on lui envoie ce genre de condoléances. Quelle honte! Justement, Mme Chirali, pour encore plus vous faire parler par rapport à ça, on rappelle que les Iraniens aujourd'hui fournissent des drones aux Russes, évidemment, qui vont tuer des Ukrainiens. On rappelle aussi que derrière le 7 octobre, il y a évidemment la main de l'Iran. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui justifie finalement ce message de Charles Michel? Il dit c'est de la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi parler avec ses ennemis. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Chirali? Écoutez, je vais lui dire bonjour. Le jour où la République islamique se dote de la bombe atomique et qu'elle va mettre en danger, même nous ici à Paris et à Bruxelles et ailleurs. Alors là, ce jour-là, c'est M. Charles Michel qui doit nous répondre. Comment vous expliquez ça, vous, Firuzeh Navandi, avec notamment les Iraniens qui vont, le régime, évidemment, crier mort à l'Amérique? J'ai l'impression que c'est la phrase qu'on entend le plus, nous, entendue d'ici. Quand on voit aussi ce qui se passe notamment en Israël, dans la bande de Gaza, comment vous expliquez qu'on est comme ça des condoléances? On a l'impression qu'on parle d'un grand homme qui nous a quittés, qu'on regrette presque. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu ces séries de réactions, Firuzeh Navandi? Ma collègue parle de honte, là je me parle de communication incompétente
c'est de la trop grosse précipitation, c'est une méconnaissance également de la situation, et c'est surtout prendre, avec cette communication malheureuse, le parti d'un régime qui est en train de massacrer son peuple et pour lequel on a aussi montré sa solidarité. Donc c'est une bavure, en quelque sorte. Vous vous souvenez qu'on se coupait les cheveux dans le Parlement européen, tout à fait, notamment. Tout à fait. C'est quand même assez dingue, hein, on est d'accord là-dessus. Oui, donc c'est assez loufoque, sinon vraiment une bavure, quoi. C'est une erreur de communication. Oui, bon, on va tenter évidemment d'avancer dans ce débat, hein, parce que la mort à 63 ans du président iranien Ebrahim Raïssi ouvre une période d'incertitude politique en Iran. On l'a dit, plusieurs questions se posent notamment concernant cet axe de la résistance au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre à Gaza et alors que se profile la succession du guide suprême Ali Khamenei. Les explications, Louis Dominet. Le décès du président iranien aura-t-il un impact sur la position du pays sur la scène internationale? Si la question se pose au lendemain de l'annonce, pour de nombreux experts, la donne ne devrait pas changer. Ça ne rebat pas les cartes en profondeur, hein. La posture de l'Iran va rester la même sur l'échiquier international. On a surtout affaire à une réaction qui prône la stabilité politique. Une position de stabilité partagée par les alliés de la République islamique qui ont multiplié les messages de solidarité sans le moindre alarmisme. Peu de chance donc de voir s'effriter l'axe de résistance, cette alliance militaire entre l'Iran, la Syrie et les milices pro-Iran comme le Hezbollah ou le Hamas. L'axe de la résistance va rester aussi cohésif autour de la cause palestinienne. Pour l'instant, la guerre à Gaza bat toujours son plein, donc à ce niveau-là, le liant, il est très clair. Ça ne change pas du tout la configuration de la guerre à Gaza ou même de ses ramifications régionales. Et là, on parle bien de tout cet espace qui va du nord-ouest du Yémen au territoire irakien. Si l'implication de l'Iran dans l'axe de résistance ne devrait pas diminuer, c'est aussi parce que dans les faits, ce n'est pas le président qui est aux commandes du pays, mais le guide suprême, Ali Khamenei. Malgré ses 85 ans et alors que Raïssi était pressenti pour lui succéder, c'est toujours lui le leader incontesté en Iran. Je ne m'attends pas à ce que des inconnus entrent dans le débat. Il s'agit d'un régime où Ali Khamenei contrôle très sévèrement le processus électoral et le seul critère qu'il applique pour que vous puissiez vous présenter aux élections et pour que vous puissiez les remporter est qu'il doit vous faire confiance. Alors que le pays entame aujourd'hui un deuil national qui durera 5 jours, l'élection du nouveau président de la République d'Iran a, elle, déjà été fixée au 28 juin prochain. Manas Chirali, peut-être réagir à ce qui a été dit dans ce reportage. On parle de la stratégie iranienne qui serait entre les mains de l'ayatollah Khamenei. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on ne doit pas s'attendre à des changements majeurs au niveau politique, Manas Chirali? Moi, je pense qu'il faut regarder la situation d'une autre manière. Au lieu de prendre la République islamique comme un État, comme un gouvernement ou un pouvoir politique qui est en train de diriger un pays, il faut plutôt regarder la situation comme l'Iran comme un pays occupé par une force militaire. Ce sont des militaires, ce sont des gens qui exercent un pouvoir répressif sur ce pays. Alors, il y a les uns et les autres peuvent changer à l'intérieur, mais dans l'ensemble, rien ne changera parce que ce pouvoir s'installe, repose sur sa force répressive. Et c'est dans cela que la mort de Raïssi n'entame pas un processus de chute pour ce régime, parce que ce régime, il a toujours ses soldats et ses armes. En revanche, l'importance de l'événement se reproduit plutôt du côté de la société iranienne. La société iranienne voit à quel point les bourreaux qui sont en train de régner sur leur pays sans savoir gouverner le pays, tout simplement, ce sont des incompétents qui sont incapables d'assurer la sécurité de leurs propres membres. Alors, ça montre à quel point ils sont incompétents et ça renforce l'espoir dans le cœur des Iraniens de pouvoir un jour voir ce régime tomber. Firouzana Avandi, on a bien compris, vous êtes toutes les deux d'accord, pour dire qu'évidemment le pouvoir ne va pas chuter après la mort d'Ebrahim Raïssi, que le pouvoir reste vraiment entre les mains de l'ayatollah Khamenei. Est-ce que... Et des gardiens, et du corps des gardiens de la Révolution. Vous avez raison.
on peut dire alors qu'aujourd'hui, la situation en Israël à Gaza, le programme nucléaire iranien, rien ne va s'arrêter avec la mort aujourd'hui d'Ebrahim Raïssi. Hein. Non, c'est des problèmes dont on discute dans les médias occidentaux, mais, ou peut-être dans les chancelleries occidentales, mais en tout cas, d'un point de vue de la politique iranienne extérieure comme intérieure, rien ne bougera. Rien ne bougera. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge? Ce serait voir qui va succéder au guide suprême Khamenei? Non, même la succession, même la nomination d'un nouveau président qui est déjà, qui est aussi totalement cadenassé, puisque les candidats doivent être choisis et acceptés par le Conseil des gardiens de la Constitution. Puis, s'ils sont mis à l'écart, finalement, c'est le candidat de Khamenei qui est choisi. Donc, il n'y a pas de surprise. Ça sera quelqu'un qui est accepté par Khamenei. Mais on parlait de Raïssi quand même pour occuper peut-être ce poste de guide suprême. On parlait plus bizarrement depuis quelques jours. On dit « Oh oui, mais là, je ne peux pas vérifier. Peut-être que ma collègue peut le faire, mais peut le dire. Mais on parle de bisbouille entre Khamenei et Raïssi en raison du désir de Khamenei de faire avancer son fils. Là, de toute façon, encore une fois, aucune procédure n'a aucune valeur. Je vous rappelle que Khomeini s'est autoproclamé guide de la révolution, puis il a nommé Khamenei, alors qu'il y avait toute une procédure qui devait être suivie. En fait, tout est à la merci du pouvoir et qui est un pouvoir totalement autoritaire, corrompu et kleptocrate aussi. Merci en tout cas à toutes les deux, Firuzeh Navandi et Menas Shirali. Alors on n'aura pas réussi évidemment à tenter de voir si ce petit séisme allait provoquer évidemment une onde de choc suffisante pour faire basculer ce régime. C'est loin d'être le cas, vous entendez toutes les deux. Merci en tout cas à vous, Menas Shirali, toujours disponible pour les visiteurs du soir, et puis vous, Firuzeh Navandi, une habituée sur ce plateau. À suivre dans cette émission, on va revenir en Belgique avec un magnifique documentaire. Ça s'appelle Elle vote comme papa, avec ce titre, on l'a dit, un provocateur, mais qui en dit déjà beaucoup. On va s'intéresser au vote des femmes en politique avec la journaliste et réalisatrice Marlène Claric qui nous rejoint dans quelques instants. À tout de suite.